Ok. Donc, on va faire l'accouchement normal. De toute façon, qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, il a pour objectif, c'est expliquer les différentes phases du travail et de l'accouchement. Voilà, passe le plan de travail. Voilà. Bon, l'accouchement, il est l'ensemble des phénomènes mécaniques et dynamiques qui ont pour conséquence la sortie du fœtus et ses annexes en dehors des voies génitales maternelles, bien sûr après 22 semaines, parce qu'à partir de 22 semaines d'aménorrhée, le bébé, il est viable. Avant, il n'est pas viable. Bien qu'à l'étranger, il y a des cas où avant 22 semaines, parce que la réanimation néonatale elle est magnifique. Ils sont champions Claréa. Bon, l'accouchement, il nécessite le passage des 3 obstacles qui sont le col, le bassin et le périnée. Le passage du col et le bassin, ça nécessite des contractions utérines. Et l'expulsion, qui est le dernier temps d'accouchement, ça nécessite, en plus de la contraction utérine, les efforts expulsifs de la maman, de la femme. Elle doit nous aider, faire des efforts expulsifs. Les différents types d'accouchement. Bon, on a d'abord, commençons en fonction du terme de la grossesse. On a dit que avant 22 semaines, ici on parle d'un avortement. Entre 22 et 37, c'est un accouchement prématuré. Quand on est devant 22-25, on doit, avec une menace ou la femme elle est entrée en travail, on doit assurer la maturité pulmonaire. On donne la dexaméthasone, on donne 12 mg par jour pendant 48 heures pour assurer la maturité pulmonaire, pour essayer de ne pas perdre le bébé. Le début entre 38 et 42, là, c'est un accouchement à terme. Et à 38 semaines, 39, 40, 41, 42, on dit que c'est un accouchement à terme. Après 42, c'est un accouchement post-terme. Là, déjà, on trouve les signes, un oligoamnios, un placenta calcifié. Parce que on est devant un accouchement post-terme. On peut, en fonction du travail et de l'accouchement, bon, commençons d'abord par le mode d'entrée en travail. Le travail peut être spontané, c'est-à-dire il se déclenche en lui-même, ou bien provoqué. Quand est-ce qu'on provoque? Par la rupture artificielle des membranes ou là. On doit provoquer l'accouchement. Il y a des indications médicales. Par exemple, une HTA. Vous avez fait la HTA gravidique. On doit provoquer l'accouchement. On doit faire l'interruption de grossesse à 37 semaines. Là, on doit provoquer l'accouchement. À 37, une HTA gravidique. Vous allez faire le cours d'HTA. Ça dépend. Il y a des indications qui nécessitent, par exemple, le diabète gestationnel à 39 semaines. Parce qu'avant, il va nous faire, parce que le bébé de la maman diabétique, la maturité pulmonaire, elle se fait à partir de 39 semaines. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, en fonction du déroulement, l'accouchement, il peut être naturel, dirigé ou artificiel. Dirigé, c'est-à-dire, il y a on dirige l'accouchement, par exemple, à partir de 3 cm, on va aider la femme à assouplir le col. Par exemple, on donne le spasme pour assouplir le col. Après l'effacement de col, on va le diriger par exemple par l'injection de Sento. Là, c'est des techniques de diriger le travail. Ou là, artificielle. Naturellement, on peut par exemple la poche des os artificiellement pour activer le travail. En fonction du déroulement global du travail de l'accouchement, il peut être, on dit grosso modo, qu'est-ce qu'on dit? Quand elle accouche, on va dire c'est un accouchement
eutocique, c'est-à-dire facile, ou la dystocique. À partir d'aujourd'hui, je trouve dans la salle qui est sortie de la salle de travail, tu as fait un accouchement, tu dis oui. Je te dis, est-ce qu'il est, je ne vais pas te dire facile ou la difficile, là, vous êtes externe. Tu vas me dire, docteur, c'est un accouchement dystocique, hein, qui a nécessité le forceps, tu me dis ça. Parce que tu es médecin, ça est externe. Ou là, tu me dis, docteur, c'est un accouchement eutocique, c'est-à-dire facile. C'est bon, le terme هذا quand tu sors, tu vas plus dire un médecin le facile ou le difficile. Le terme le gynéco-obstétrique, c'est ça. Eutocique, dystocique. Là, tu le prof ou là, le docteur, c'est un maître, il va te donner un 0. Bon, le cours, c'est moi qui va questionner. Partons à la définition. Quand est-ce qu'on dit l'accouchement on dit que l'accouchement il est normal. Il s'agit d'une grossesse normale, c'est-à-dire la grossesse elle est normale, il n'y a pas d'HTA gravidique, il n'y a pas de diabète. Mais je suis une femme diabétique, tu me dis c'est un accouchement normal. Non, c'est pas un accouchement normal chez une diabétique, c'est une femme à haut risque diabétique. Une femme HTA pré-éclamptique, c'est une femme à haut risque. Donc, tu me dis pas que c'est c'est un accouchement normal. Donc, on a dit, oula, qui a une pathologie cardiopathe et tout ça. Et la grossesse, elle doit être normale. Ok? Le fœtus, il doit être à terme. Monsieur, à 37 semaines, tu me dis, là, c'est un accouchement normal. Non, il n'est pas normal, c'est un accouchement. On dit que l'accouchement normal à partir de 38 semaines, on a dit. Entre 38 et 40, c'est un accouchement normal. Sans disproportion fœtopelvienne, ça veut dire un petit bébé ou là un gros bébé et tu me dis un macrosome, tu me dis c'est un accouchement normal. Non, c'est un macrosome, c'est un accouchement. On dit pas un gros bébé ou un petit bébé accouchement normal. Bon, macrosomie c'est un gros bébé, hein. Ou on dit un bébé macrosome, un fœtus macrosome, c'est-à-dire un gros bébé. Un bébé eutrophe, c'est un bébé normal. Un bébé hypotrophe, c'est un bébé petit. Attention devant le prof là. Les termes, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est bon. Macrosome, gros bébé. Eutrophe, normal, non le poids normal. Hypotrophe, un petit bébé. Sans disproportion. Le début du travail était spontané. C'est-à-dire spontanément. Monsieur, j'ai déclenché la femme, tu me dis c'est un accouchement normal. Il doit être spontané. Sans aucune intervention. Le déroulement aussi, il a été eutocique, c'est-à-dire il n'est pas dirigé. C'est naturellement, facile. Il s'est déclenché naturellement, sans souffrance fœtale. Monsieur, tout était normal, bébé me dit les bradis, tu me dis c'est un accouchement normal. Attends, c'est parce qu'on met l'enregistrement du rythme cardio-fœtal, la sonde d'Hero au cours du travail. Si ça mentionne une bradycardie, ERCA pathologique, c'est une urgence, on doit césariser la femme. Ou là, il y a une bradycardie à la fin, au cours à 10 cm, là, où on a pu faire l'accouchement, mais allez, tu mentionnes que c'est pas un accouchement normal, hein. Parce que on a la notion de souffrance. Sans intervention instrumentale ni césarienne. Mais je dis les forceps, tu écrives le registre après l'accouchement, un accouchement normal. Non. Tant qu'on a fait un forceps et césar, c'est pas un accouchement normal. Ou là, avec une délivrance normale. Mais si la femme dit une hémorragie de la délivrance, tu mentionnes que c'est un accouchement normal. Ok? Donc, il faut, comme question, déjà on a posé cette question. Un accouchement normal, c'était les QCM ou tu coches. Là, attention, il faut bien maintenir la définition. Je passe une intervention instrumentale, c'est-à-dire forceps. Tu as utilisé un forceps ventouse, tu vois. C'est une intervention, que ça soit forceps ou la ventouse. Dans la maternité, on n'a pas de ventouse. Mais à l'étranger, à Alger, ils ont les ventouses. On n'a pas les ventouses.
Bon, rappel anatomique, tout ça, on a déjà fait. Hein. L'engagement, c'est pas la peine de refaire. Je passe. Tout ça, on a déjà fait. Bon, il y a les parties molles, c'est l'entonnoir. Il y a les parties molles. Et la fille qui m'a dit, pour élargir les parties molles, on fait l'épisio. Encore, je passe. Le mobile fœtal, c'est la tête, le crâne fœtal et le plan osseux. Donc, le plan osseux fait. Le crâne. Bon, le crâne, on va bien détailler le sommet, présentation sommet. On va être plus approfondi, plus les fontanelles antérieures, postérieures, les sutures transversales et tout, la présentation sommet, les différents diamètres. Après chaque sommet, c'est le diamètre sous-occipito-bregmatique. Et d'où vous allez les retenir. Chaque présentation a un diamètre. Attention, les enfants. Demain, vous allez faire le sommet. Il faut bien retenir l'essentiel du sommet. Chaque présentation, le sous-montagne bregmatique. C'est des paramètres qu'il faut les retenir. Ok? Après, moi, je vais faire le siège et défléchi. Abdesmad, elle va vous faire sommet. Et chaque présentation, elle a son diamètre. On va être profond, mais c'est en grosso modo le crâne, la voûte du crâne, la fontaine. Vous avez vu la fontanelle antérieure ou bien le bregma, lambda, le diamètre bipariétal. C'est le diamètre plus important, le bip qui est à 9,5. Sur les sutures sagittales et antéro-postérieures. On va les faire la présentation sommet. Demain, Inch'Allah. On passe. Celui qui n'a pas compris, il m'arrête. Je passe. Ok. Le thorax, le thorax, le fœtus, on a le diamètre biacromial, le 12 cm, et les hanches, le diamètre bitrochontaire, qui est à 9 cm. Ok, je passe. Et donc, il faut le retenir. Vous avez compris? Les phénomènes dynamiques, ce sont les contractions qui est la force motrique de l'accouchement. Les contractions, elles ont plusieurs rôles. Ils aident à la descente le fœtus à travers les détroits. Elle a un rôle, les contractions, l'ampliation du segment inférieur. Le segment inférieur, le segment, c'est une entité anatomique obstétricale. Elle se forme avec la grossesse et disparaît avec l'accouchement, avec elle. Chez la multipare, le segment inférieur, il se forme au cours du travail. Chez la primie, au 3e trimestre, il commence à se former le segment inférieur. Ok, on va le faire le segment inférieur. C'est une entité anatomique obstétricale. Elle se forme au cours de la grossesse et disparaît après. C'est typiquement obstétrical. Aussi les contractions, elles aident le passage du fœtus à travers toutes les détroits et la sortie à cause de la contraction, le fœtus il passe à travers tous les détroits. Aussi, il a un rôle pour l'amincissement et l'ampliation du segment inférieur. Et elle a un rôle aussi pour la poche des os. Les contractions, ils vont et la pression du liquide amniotique, ils vont aider à la poche des os à être bombante aussi. Elle a un rôle. L'examen, on passe à l'examen clinique en fin de grossesse. Bien sûr, tout ça on a fait. On a dit il faut faire un interrogatoire. Bien sûr, la femme qui te dit j'ai déjà fait une césarienne, on demande radiopelvimétrie, elle dit que 2 césariennes, directement topé la 3e césarienne. Ça dépend, traumatisme, tout ça, traumatisme du bassin et tout ça, c'est une césarienne. Il faut faire un bon interrogatoire. L'ostéomalacie, c'est une césarienne. C'est des indications. Taille supérieure à 1,60, tu acceptes pas de un rétrécissement, grande de taille. L'aspect morphologique, le bassin plati, pour vous,
le bassin gynécoïde, oui, ben, à l'inspection. La pointure de la chaussure, on a une femme qui chausse un peu 35, c'est une césarienne. Encore. Examen obstétrical, la hauteur utérine. On a un moment, à la normale, une hauteur à 32, normalement à 28 cm. À 32 semaines, c'est 28 cm, qui te compte à 30, l'essentiel est à 40 semaines, qui est à l'âge d'accouchement. À 40 semaines, normalement, une hauteur, elle est entre 32 et 34. Par exemple, à 40 semaines, il y a une hauteur à 35, mais ça, tu es devant une macrosomie. C'est une césarienne. On passe. Le périmètre abdominal, on a déjà mentionné, la pelvimétrie externe. Bien sûr, attention, le palpé abdominal, on peut, avant il n'y avait pas l'échographie, tout ça. C'est pour ça ils font ça, ils font le palpé abdominal. Quand tu palpes, la tête, c'est un os. Si c'est une présentation siège, c'est-à-dire le siège il est là, la tête elle est là. Quand tu fais la palpation, tu sens que c'est dur ici. Et c'est mou ici. Là, tu vas diagnostiquer la présentation siège. C'est par le palpé. Les sages-femmes, elles sont magnifiques, parce qu'elles font pas l'échographie. L'examen, les gynécologiques ou l'examen, le palpé, c'est une siège, parce qu'elles ne maîtrisent pas l'écho. Donc, à force de faire l'examen, je crois que c'est une siège, alors que quand tu fais l'échographie, tu trouves que c'est une siège. On passe. Encore. Bon, la pelvimétrie interne, on a dit, quand on fait le toucher vaginal, pardon? Ouais. Quand on fait le toucher vaginal, il faut pas, à un bassin normal, on peut pas accéder ça, je commence à être fatiguée. Le promontoire est inaccessible, la pétale coxygène, en dehors des 2 tiers antérieurs aussi. Si on a peu accédé tout ça, mais ça, le bassin, il est petit. On passe. L'accommodation fœtale, aussi quand on fait le toucher vaginal. Toucher vaginal, est-ce que la présentation, elle est haute, elle est bien fixée, mais ça, une bonne accommodation. Qui te connaît haute, c'est pas bien. Qui te connaît, elle flotte, la tête, elle n'est pas encore fixée, c'est pas bien. Il y a un rétrécissement en bas. La formation du segment, quand on touche, on peut voir le segment, on percevoir s'il est bien formé ou non. Avec l'expérience. Après, ça, vous devez retenir ça. Un segment inférieur dur, c'est un mauvais pronostic. On va faire avec le temps, parce qu'on va faire ensemble l'obstétrique. On passe, c'est le signe de Farabeuf. Normalement, on va le faire. Bon, les différentes périodes d'accouchement normal. Bon, on a 2 périodes. C'est la période d'effacement et dilatation du col d'abord. C'est la période la plus longue. Effacement et dilatation. La deuxième, c'est la phase d'expulsion du fœtus. La première phase, elle est vraiment lente. Surtout chez la primipare. La multipare, elle est plus raccourcie de la période. Bon, elle correspond à la première étape du travail. La patiente débute son travail. Comment elle débute son travail? Par l'apparition des contractions utérines. C'est quand elle commence à faire des contractions utérines, donc elle est contractions utérines isolées, parce qu'il y a des contractions utérines isolées qui commencent à partir de 34 semaines. C'est des contractions physiologiques de Braxton X. C'est des contractions physiologiques. Elles n'ont pas les caractéristiques. Elles sont pas involontaires, régulières, intenses, totales, douloureuses. Ou qui ont une durée vraiment satisfaisante et non fugace. Attention, la définition de la contraction utérine, au cours du travail et le commencement du travail, elles sont involontaires, elles sont régulières, d'abord toutes les 10 minutes, puis se rapprochent. Au début, toutes les 10 minutes, tu trouves une contraction, chaque 3-5 minutes. Avec le temps, elles se rapprochent. La durée, on a dit, elle est satisfaisante, elle reste 15 à 20 secondes. Après, ça repart. Si elle persiste, il y a un problème.
peut-être une hypercinésie. On va faire avec le temps. Peut-être elle a pris la cannelle. D'autres, il y a la contraction, elle reste maximum 20 secondes. Elles sont intenses, totales, douloureuses. Attention, il faut retenir la définition de la contraction utérine au cours du travail. Bon, on a la contraction utérine associée à une perte de bouchon muqueux qui est des pertes glaireuses, brunâtres et avec modification cervico-ismique. Les trois, quand ils sont associés, c'est-à-dire la femme, elle est entrée en travail. La femme entrée en travail, quand j'étais externe, je me souviens, je suis partie pour faire un stage. La femme, elle m'a dit, c'est bon, elle est entrée en travail. Je n'ai rien compris qu'est-ce que ça veut dire entrer en travail. Alors, une femme qui est entrée en travail, c'est-à-dire elle commence, les contractions sont commencées associées à l'apparition du l'expulsion, la perte du bouchon avec modification cervico-ismique, c'est-à-dire elle est à 3 cm. Quand elle est à 3 cm, la femme, elle est entrée en travail. D'ailleurs, on fait l'admission. Inférieur à 3 cm, on fait pas d'admission. À partir de 3 cm, on fait l'admission. Donc l'entrée du travail, parce que je suis complexée, quand j'étais petite, ça m'a resté dans la tête. C'est bon, elle est entrée en travail, je ne sais rien, elle est l'entrée du travail. Donc la femme, elle commence à contracter, elle a perdu le bouchon et elle commence à avoir des modifications au niveau du col. Ok? C'est-à-dire la femme, elle va accoucher, c'est bon. Les 12 heures, elle dit qu'elle va accoucher. Elle passe. Bon, la modification du col, l'utérus gravide, il comprend 3 parties. On a dit le corps, après le segment inférieur. On a parlé du segment inférieur, il se situe entre le corps et le col, et contient 3 tuniques qui sont séreuses, muqueuses, musculeuses. Ok? On passe. Le rôle et les effets de la contraction. On a dit déjà, la contraction, elle aide à la formation et l'ampliation du segment inférieur. Au cours des derniers mois de la grossesse, l'étirement des fibres utérines sous-jacentes au corps utérin aboutit à l'amincissement de cette portion, qui est le segment inférieur. Vous avez compris? Parce que les contractions, ils vont faire avec l'amincissement de la portion qui se trouve entre le col et le corps. C'est des fibres utérines. Même le col, c'est la structure, c'est des fibres utérines. Parce que ça fait partie, c'est l'allongement du corps. Donc les contractions, elles vont favoriser l'amincissement et l'ampliation de cette partie. Effacement et dilatation du col, avec les contractions, ils vont aider à effacer et dilater le col. La formation de la poche des os, on a déjà dit, sous la pression du liquide, surtout pendant les contractions, les membranes se tendent et forment dans l'orifice cervical une saillie. Ça commence à faire une saillie parce qu'il y a les contractions et la pression du liquide. Ça va former la saillie. Passe. Les effets sur le mobile fœtal, bien sûr, et on a déjà dit, les contractions, ça aide à franchir les étages de la filière pelvique génitale, les détroits, l'excavation, et on a déjà dit ça. Passe. Les phases de la première étape du travail. Bon, commençons par la phase de latence. La première phase, c'est la phase de latence. Là, la dilatation, c'est la phase, on a dit, la plus longue. On aura la phase active. Elle est rapide, la phase active. Il faut toujours mettre dans il faut savoir, la phase de latence, elle est plus longue que la phase active. Et la phase de latence, que ça soit latence ou active, la primipare, c'est plus long que la multipare. La multipare, c'est rapide le travail. La primipare, c'est long. Vous avez compris?
Ok, donc bon, on va faire la phase de latence. La dilatation succède à l'effacement et peut lui être en parallèle. Bon, en parallèle chez la multipare. Chez la primipare, on a d'abord l'effacement après la dilatation. La multipare, les deux se font en même temps. Ok, je passe. La plus longue, on a dit déjà, elle est plus longue, correspond au début du travail, c'est bien sûr le début du travail. La durée, elle est variable. Bon, en moyenne, elle est de 8 heures chez la primipare, 5 heures chez la multipare. Le travail de la multipare, il est long. C'est-à-dire qu'il y a 12 heures, 8 heures, il y a 3 heures, 12 heures. La multipare, c'est 5 heures. Ok? Indique la première phase, qui est la phase de latence, elle est lente, elle est de 8 heures chez la la primipare, et 5 heures chez la multipare. Les fenêtres, elles sont ouvertes? Non. Hein? حلو يعني بك البلوك تاع plein de Covid. ترجعكم كاع Covid. Hello, celui qui est devant les fenêtres, il ouvre, s'il vous plaît. Merci. Ah. J'étouffe. Je vais enlever la bavette. Ah. Regardez. Le A, c'est chez la primipare. Le B, c'est la multipare. Vous avez remarqué, la primipare, on a d'abord l'effacement, après la dilatation. Ça, la multipare, les deux se font en même temps. Vous avez vu? Je passe. Bon, la première phase de latence, elle est jusqu'à 2 à 3 cm. La latence, elle se fait 2 à 3 cm. Vraiment, elle est lente. La dilatation... donc on a terminé avec la première phase qui est lente. Maintenant, on va partir la phase rapide, active, qui est rapide. La vitesse de dilatation, elle est de 3 cm par heure. Ok? 3 cm par heure. Chez la primie, la multipare, elle peut arriver jusqu'à 5 cm par heure. 5 cm, une heure تلقاها complète. C'est la multipare. Bon, l'intérêt de la courbe, c'est pas important, tout mal la courbe, passez, allez. Bon, le diagnostic différentiel du travail. La patiente n'est pas en travail, mais simplement dans sa phase préparatoire. On dit, elle est en train de se préparer pour la phase de travail. On ne fait pas l'admission. On trouve des contractions utérines, mais elles sont pas intenses, elles sont rares. Alors que la contraction utérine, normalement, au début, on trouve, elle se rapproche avec le temps. Non, elle te dit après la contraction utérine, chaque 10 minutes, elle devient plus, chaque 5 minutes, après elle devient chaque 3 minutes, ou avec le temps, elle devient plus intense. Non, elle est peu intense. Elle est vraiment rare. Vous voulez que j'ai contracté maintenant. Après 2 heures de temps, j'ai fait la deuxième contraction. Donc, c'est un faux travail. Le col, il est ramolli et raccourci. Le col, quand tu fais le toucher vaginal, il n'est pas mince, il n'est pas antérieur. Tu le trouves postérieur, plus ou moins raccourci. Il n'est pas effacé, il n'est pas... Alors que le col de la femme qui va accoucher, avec le temps, il devient plus mince, plus souple. Les membranes sont intactes et résistantes. Elles sont encore intactes. Elles sont pas rompues. Il faut écarter tout signe de souffrance. Attention, devant ces signes, il faut faire un ERCF. Éliminer d'abord souffrance fœtale. Quand on élimine la souffrance fœtale, on renvoie la femme. On lui dit, madame, tu reviens. Si les contractions, elles sont plus rapprochées, ou là, tu as perdu le bouchon, tu lui expliques.
Mais avant tout, avant la renvoyer, il faut faire un enregistrement du rythme cardio-fœtal. Parce qu'on peut trouver la femme une bradycardie qui nécessite une césarienne en urgence pour sauvetage fœtal. Bon, on passe. Là, c'est beaucoup. Études cliniques de la première période. Je vois rien, hein. Bon, on doit faire l'examen. Il faut d'abord déterminer l'urgence. Femme, on travaille. Quand tu fais le toucher vaginal, tu perçois un placenta prévia et tout ça, tu fais une césarienne, placenta, bien sûr, recouvrant. Il y a des urgences qu'on doit les faire. Un ERCR pathologique, on opère. Un bassin chirurgical, on opère. Un HRP, on opère. Il y a des urgences qu'il faut faire rapidement. Déterminer l'urgence, on passe. En dehors de l'urgence, bien sûr, expliquer le rôle à l'équipe. Tu dis à la sage-femme, c'est une femme. Si le placenta il est de type 2, 3, tu lui dis attention. 3, tu lui dis attention, il faut pas trop toucher parce que ça provoque le 2, 3, ça peut provoquer l'hémorragie catalysmique qui peut faire entrer la femme en CIVD et on peut la perdre. Il y a des choses que tu dois lui dire attention, il faut éviter de trop toucher parce que tu risques de faire une chorioaminotite. Il faut expliquer à la sage-femme ça. Il y a pas des sages-femmes parce que on a des sages-femmes étudiantes en médecine, hein. Il y a pas هنا في la promo. شكون؟ نحن نشوفك. أكي معايا مش l'équipe de nuit. Le jour, نحي شو وراكي وينك في les urgences bloc d'accouchement وبنت لي خلاص أنا عرفتك. وكاين 3 يا أخي كون في 3 وكاين بزاف. بنتي لا قاعد لي فاتي كنتي معايا تاع الباح شتا كيف. Je te tire chapeau. Allez, on passe. Interrogatoire motif. Bon, expliquer l'équipe. Interrogatoire motif d'entrée en salle de naissance. Bien sûr, j'ai déjà dit ça. Il faut savoir les antécédents, l'histoire de la grossesse et tout ça. Ok? Je passe. Le début du travail, c'est une période de surveillance, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un dossier médico-légal qui est le parthogramme. Dans le parthogramme, on surveille la femme chaque 2 heures. On voit le statut cervico-vaginal, les contractions, le liquide, comment il est. On surveille la femme. C'est un dossier médico-légal. Le parto. Bon, surveillance la femme, bien sûr, l'évolution de la douleur, le pouls, la pression artérielle, surveillance des contractilités utérines, cliniquement, le rythme, la durée, la palpation, il faut avoir un relâchement entre les contractions utérines. Parce que s'il n'y a pas un relâchement, on pense à un HRP. Qui est une urgence, nécessite la césarienne pour ne pas perdre la maman et le bébé, la HRP. Je vais vous faire la HRP. La tocographie aussi. Les enfants. Il y a une question. Je passe. La toco externe aussi, on doit la faire la toco, c'est pour les contractions utérines. La contractilité utérine sera considérée comme normale jusqu'à limite supérieure de 7 contractions toutes les 15 minutes chez la primie et de 5 contractions toutes les 15 minutes chez la multipare. C'est la normale, ça. Bon, la surveillance de la dilatation, elle se repose sur le toucher vaginal qui est effectué régulièrement, qui dure 7 à 10 heures chez la primie, 3 à 6 heures chez la multipare. Dès quand on ouvre dès qu'on ouvre avec le dossier, ça commence la surveillance. Je passe. Celui qui n'a pas compris, il m'arrête. Hein. Les enfants, les garçons. Tout est clair. Hein? Ok. On passe. Le toucher vaginal, quand on fait le toucher, c'est pour le diagnostic de la présentation. Parce que des fois, on fait le toucher vaginal,
Oh, on croit que c'est une présentation siège, alors que c'est une face. Le siège, c'est l'anus. La face, c'est la bouche alors, il suce le doigt. La face, tu as vu? C'est merveilleux, hein, quand il suce le doigt. Et là, c'est une face. Les deux joues, c'est les fesses. Et la bouche, c'est l'anus. Ici, tu fais le diagnostic du siège, alors que c'est une face. Les joues, c'est pas les fesses. La bouche, c'est pas l'anus. Oui, il suce là. Si le col est dilaté, quand tu touches, tu fais le col, il est bien dilaté, non, fermé, c'est au toucher. Les sutures, les fonds de talent sont aperçus quand on est devant le sommet. Permet d'apprécier l'effacement du col, la dilatation de col, la consistance, la position du col, aussi la hauteur, la présentation par rapport aux détroits supérieurs. Est-ce que la présentation, elle flotte, elle est haute, elle est mobile? Là, tu perçois ça. Permet aussi de suivre l'évolution de la poche des os. Est-ce qu'elle est plate? Elle est de bon pronostic quand on est devant une poche des os plate. L'accouchement va être eutocique. Bombante, c'est dystocique. La rupture, elle peut être à dilatation complète, tempestive. Elle peut être spontanée, comme elle peut être artificielle. C'est nous ou les sages-femmes qui vont faire la rupture, ou bien prématurée, avant terme. Là, il y a toute une conduite. Prématurée, attention, le risque de chorioamniotite est très important. La femme, quand elle remplit la poche des os, il faut faire la CRP pour éviter le risque infectieux. Il faut la mettre sous antibiothérapie, clamoxyle, surveillance et tout ça. Je crois l'RPM, c'est moi qui va faire. Là. Donc on va voir, je sais pas qui va faire l'RPM. Le liquide amniotique, s'il est clair, c'est de bons pronostics. Si les lactés sont ouverts, qui m'écoute vert épais, c'est un signe de souffrance, vert épais. C'est une césarienne. Vert épais, il faut césariser la femme. Les résultats sont reportés sur le partout. On a dit, la première des choses à faire, on va ouvrir la fiche de partout pour la surveillance et mentionner tout ça. On passe. Donc, on va tout noter. C'est nécessaire de noter la chronologie des modifications du col. C'est parce qu'à la moindre anomalie, faire césarienne. Qu'il nous faut une dilatation. On a trouvé la femme 3, après 2h5, après 2h5, 5, alors que la poche des os n'est pas rompue, donc il y a un déclic, on doit opérer la femme. Devant une dilatation stationnaire, ça nécessite la césarienne. C'est pour ça, la surveillance chaque 2 heures, elle est nécessaire et mentionnée. Et tout mentionné. On passe. La surveillance du rythme, bien sûr, cardio-fœtal, par l'auscultation fœtale et l'enregistrement du rythme cardio-fœtal. À la normale, le rythme entre la normale, 140 battements par minute. Supérieur à 180, c'est tachycardie. Ok? Inférieur à 100, c'est bradie. 120 bradie. La normale, entre 120 et 160. La surveillance de la progression du mobile fœtal, il s'agit des phénomènes mécaniques. Du point de vue physiologique, la traversée de la filière génitale comprend les 3 temps. L'engagement descente, on a déjà fait ça, le dégagement. Bon, on a sur les signes de Farabeuf, quand on fait le toucher vaginal, si on a perçu le S2, c'est-à-dire la présentation, elle n'est pas engagée. Si on a buté la tête, donc on est devant une présentation qui est engagée. Bon, les examens complémentaires, bien sûr, dès l'admission, on doit faire l'examen biologique, les sérologies, le CBU, bien sûr, bilan d'hémostase, FNS, TP, tout ça, l'enregistrement du rythme cardio-fœtal, l'échographie, la minioscopie, non, on fait pas, la radiopelvimétrie, si ça nécessite. Encore, les 2 autres examens, ça dépend. Période d'expulsion, là, c'est le dernier temps.
Le deuxième temps du travail, qui est l'accouchement proprement dit. Là, c'est le dégagement. C'est la présentation a lieu par déflexion autour du point fixe qui est la symphyse pubienne. Il va faire une flexion. En bed, elle va jouer le rôle de pivot. Et ça va faire là le dégagement. Là, le cours, on va le détailler. L'accouchement sommet, après siège, après. Mais qui est-ce qui va faire le rôle important? C'est la symphyse pubienne, qui va jouer le rôle de pivot. Bon, le franchissement du plancher pelvipérinéal. Après, il y aura là, on va faire, faites le temps, on va faire l'épisio pour élargir le périnée. Les phénomènes plastiques, bien sûr, on aura les déformations subies par le fœtus lors de son passage dans toutes les filières. Les déformations en général, les hématomes et tout ça, ça va après le temps, ils vont se résorber. On trouve toujours les bosses sérosanguines et tout ça. C'est à cause des contractions qui vont buter le crâne. Ça dépend si c'était une présentation face aussi des ecchymoses ou le siège, on aura les organes génitaux, ils vont être tout enflés, touchés et tout à cause des touchés et tout ça. On passe. Là, c'est le dégagement, l'expulsion. Et là, le dernier temps de l'accouchement passe. Bon, après, on aura la délivrance. C'est le prof qui va vous faire la délivrance, je crois. Il l'a pas fait, pas encore, après le cours. Après mon cours, il va la faire. La délivrance, c'est, bon, comme je vais donner un résumé. C'est le dernier temps de l'accouchement. La délivrance, c'est l'expulsion du placenta et les membranes. Après, celle du fœtus, bon, elle évolue en 3 temps, qui est le décollement d'abord du placenta, après l'expulsion, et le dernier temps qui est l'hémostase. Là, il faut bien surveiller la femme. La femme, elle reste 2 heures de temps dans la salle en post-accouchement pour surveiller le globe, le saignement et tout ça. Encore, on passe. Là, c'est la délivrance. Encore, l'expulsion. Après la délivrance, bon, l'examen il est systématique du placenta, des membranes. Il faut bien surveiller, comme on a dit, l'accoucher. La femme, elle est délivrée, la vulve est bien nettoyée. Puis, elle est protégée, bien sûr, par un pansement, garniture stérile. La surveillance doit encore se poursuivre. On a dit 1 à 2 heures de temps. À 2 heures de temps. L'écoulement, bon, on va suivre le globe. L'utérus doit rester bien contracté. Il doit être dur, ayant fait la palpation du globe. Il faut l'écoulement du sang et bien sûr le pouls plein et lent. Il doit être plein et lent. C'est tout. C'est bon.